Shirley de Charlotte Brontë. Chapitre 9. Les vieilles filles. Le temps marchait, le printemps se développait. À la surface, l'Angleterre commençait à prendre un aspect agréable. Ses champs et ses montagnes se couvraient de verdure, ses jardins fleurissaient. Mais au cœur, elle n'allait pas mieux. Ses pauvres étaient toujours malheureux, ses serviteurs harassés. Son commerce, en quelques-unes de ses branches, semblait paralysé, car la guerre continuait. Le sang de l'Angleterre était répandu, ses richesses dépensées, le tout pour atteindre un résultat fort douteux. On apprenait de loin en loin la nouvelle de succès obtenus dans la péninsule, mais ces nouvelles arrivaient lentement. Elles étaient séparées par de longs intervalles remplis du bruit des félicitations que s'adressait à lui-même Bonaparte sur ses triomphes continuels. Ceux qui souffraient des résultats de la guerre trouvaient tout à fait insupportable cette lutte longue et, comme ils le croyaient, désespérée, contre un invincible pouvoir. Ils demandaient la paix à quelque prix que ce fût. Des hommes tels que York et Moore, et il y en avait des milliers que la guerre avait placés comme eux sur le seuil de la banqueroute, demandaient la paix avec l'énergie du désespoir. Ils tenaient des meetings, ils faisaient des discours, ils adressaient des pétitions pour arracher ce bienfait. À quel terme ils pouvaient s'obtenir? Ils ne s'en inquiétaient pas. Tous les hommes, pris en détail, sont plus ou moins égoïstes. Pris en masse, ils le sont bien davantage. Le marchand anglais ne fait pas exception à cette règle. Il la confirme d'une manière frappante. Assurément, les classes mercantiles pensent trop exclusivement à gagner de l'argent. Elles sont trop oublieuses de toute considération, excepté de celle d'étendre le commerce de leur pays, c'est-à-dire le leur. Les sentiments chevaleresques, le désintéressement, l'orgueil de l'honneur national sont trop morts dans leur cœur. Une nation gouvernée par elle serait exposée trop souvent à faire de honteuses soumissions, nullement par les motifs qu'enseigne le Christ, mais par ceux qu'inspire Mammon. Durant la dernière guerre, les négociants de l'Angleterre eussent enduré un soufflet sur les deux joues. Ils eussent donné leur manteau à Napoléon, et ils lui eussent offert ensuite poliment leur habit. Ils n'eussent pas même retenu le gilet, si on le leur avait demandé. Ils eussent sollicité seulement la permission de conserver leurs autres vêtements, moins pour la décence que pour leurs bourses renfermées dans les poches. Aucune étincelle de courage, nul symptôme de résistance ne serait venu d'eux avant que le bandit corse, comme il l'appelait, n'eût mis la main sur cette bourse bien-aimée. Alors, peut-être, transformés tout à coup en bouledogues anglais, ils eussent sauté à la gorge du voleur, s'y fussent attachés, y fussent restés suspendus, opiniâtres, insatiables, jusqu'à ce que le trésor leur fût rendu. Les marchands, lorsqu'ils parlent contre la guerre, la maudissent toujours comme un acte sanglant et barbare. Vous diriez à les entendre qu'ils jouissent d'une civilisation exceptionnelle, qu'ils sont tout particulièrement doux et bienveillants envers leurs semblables. Il n'en est rien. Beaucoup d'entre eux sont des hommes à l'esprit étroit, au cœur froid, qui n'ont de bons sentiments pour nulle autre classe que la leur, indifférents et même hostiles à toutes les autres, qu'ils appellent inutiles, et dont ils contestent les droits, auxquels ils voudraient enlever jusqu'à l'air qu'elles respirent, et la faculté de boire, de manger, et de demeurer dans des maisons décentes. Ils ne savent rien de ce que les autres font pour servir, amuser ou instruire leur race. Ils ne veulent pas perdre leur temps à s'en enquérir. Tout ce qui n'est pas dans le commerce est accusé de manger le pain de l'oisiveté et de mener une existence inutile. Puisse l'Angleterre ne pas devenir de longtemps une nation de boutiquiers. Nous avons déjà dit que Moore n'était pas un dévoué patriote, et nous avons expliqué quelles circonstances le portaient à diriger son attention et ses efforts vers son intérêt individuel. C'est pourquoi, lorsqu'il se sentit une seconde fois au bord du précipice de la faillite, nul ne lutta avec plus de vigueur contre les influences qui pouvaient l'y précipiter. Tout ce qu'il put faire pour fomenter l'agitation dans le Nord contre la guerre, il le fit. Et il en fit agir d'autres qui, par leur argent et leurs relations, avaient plus de pouvoir que lui. De temps à autre, il sentait qu'il y avait peu de raison au fond des demandes que son parti adressait au gouvernement.
en voyant toute l'Europe menacée par Bonaparte s'armer pour lui résister, en voyant la Russie se lever ferme et terrible pour défendre son sol glacé, ses serfs, le despotisme de son gouvernement contre le joug d'un étranger victorieux, il sentait que l'Angleterre, un royaume libre, ne pouvait forcer ses enfants à faire des concessions et à subir des conditions contraires à ses intérêts et à ses alliances. Quand arrivaient de temps en temps les nouvelles des mouvements de l'homme qui représentait l'Angleterre dans la péninsule, de sa marche de succès en succès, de cette marche si délibérée et si prudente, si circonspecte mais si certaine, si lente mais si persévérante, lorsqu'il lisait les propres dépêches de Lord Wellington dans les colonnes des journaux, documents écrits par la modestie sous la dictée de la vérité, Moore confessait au fond de son cœur que du côté des armes britanniques se trouvait un pouvoir vrai, vigilant, patient, sans ostentation, qui leur assurerait à la fin la victoire. Mais cette fin, pensait-il, était bien loin encore. Et en attendant, lui, Moore, comme individu, serait renversé, et ses espérances réduites en cendres. C'était donc pour lui qu'il fallait agir. Il fallait qu'il poursuivît sa carrière et remplît sa destinée. Il la remplit si rigoureusement qu'avant qu'il fût longtemps, il arriva à une rupture décisive avec son vieil ami Tory, le recteur. Ils se prirent de querelle dans un meeting public, puis échangèrent quelques lettres un peu vives dans les journaux. M. Elstone dénonça Moore comme jacobin, cessa de le voir et ne voulut même plus lui adresser la parole lorsqu'ils se rencontraient. Il intima aussi très clairement à sa nièce que toute communication avec Hollow devait cesser, et qu'elle devait renoncer à ses leçons de français, langue frivole, dont les productions ne pouvaient avoir qu'une funeste influence sur l'esprit des femmes. Il se demandait quel niais avait pu amener la mode de faire apprendre le français aux femmes, rien ne leur pouvant moins convenir. C'est comme si on nourrissait un enfant rachitique avec de la craie ou de la bouillie, disait-il. Caroline devait l'abandonner et renoncer à voir son cousin et sa cousine. C'étaient, selon lui, des gens dangereux. M. Elstone s'attendait bien à rencontrer de l'opposition à cet ordre. Il comptait sur des pleurs. Rarement, il se préoccupait des faits et gestes de sa nièce, mais il avait une vague idée que Caroline trouvait du plaisir à se rendre au cottage de Hollow. Il soupçonnait aussi que la présence accidentelle de Moore au presbytère ne lui déplaisait pas. Le vieux cosaque avait remarqué que toutes les fois que Malone voulait se montrer aimable et charmant, soit en pinçant les oreilles d'un vieux chat noir qui avait l'habitude de partager le tabouret sur lequel Miss Elstone reposait ses pieds, soit en empruntant un fusil de chasse et en s'exerçant à tirer à la cible contre un but placé dans le jardin, laissant les portes ouvertes afin de pouvoir sortir et rentrer pour annoncer bruyamment ses succès et ses échecs, il avait remarqué, disons-nous, que pendant ces aimables exercices, Caroline s'empressait de disparaître et de se glisser sans bruit à l'étage supérieur, où elle demeurait immobile jusqu'au moment où on l'appelait pour le souper. Au contraire, lorsque Moore était présent, quoiqu'il n'exerçât jamais la patience du chat et se bornât à le prendre sur le tabouret et à le mettre sur ses genoux, où le caressant animal pouvait tout à son aise faire la roue, grimper sur son épaule et se frotter contre sa joue, quoiqu'il n'y eût, pendant qu'il demeurait là, ni bruit, ni explosion d'armes à feu, ni diffusion de l'odeur sulfureuse de la poudre, Caroline restait là assise et semblait prendre un plaisir tout particulier à confectionner des pelotes à épingles pour la corbeille des Juifs ou des chaussons pour celle des missionnaires. Elle était très tranquille, et Robert ne faisait pas grande attention à elle et lui adressait rarement la parole. Mais M. Elstone, n'étant pas de ces vieillards auxquels on ferme aisément les yeux, qu'il avait au contraire en toutes circonstances toujours grands ouverts, les avait observés lorsqu'ils se souhaitaient mutuellement le bonsoir. Il avait tout récemment vu leurs yeux se rencontrer, une seule fois. Certaines natures se fussent réjouies de ce coup d'œil ainsi surpris, parce qu'ils n'avaient rien de coupable. Ce n'était nullement un coup d'œil de mutuelle intelligence, car aucun secret d'amour n'existait entre eux. Seulement, les yeux de M. Moore, en rencontrant ceux de Caroline, ils avaient trouvé limpides et doux, et ceux de Caroline, en rencontrant ceux de Moore,
s'était senti touché de leur expression virile et pénétrante. Chacun avait senti ce charme à sa façon. Moore avait souri, et Caroline avait rougi, légèrement. M. Elstone eût pu leur faire à chacun une réprimande. Il l'agaçait. Pourquoi ? Il est impossible de le dire. Si vous lui aviez demandé ce que Moore méritait en ce moment, il vous eût répondu « La cravache !» Pour Caroline, il se fut contenté d'un soufflet sur l'oreille. Si vous lui aviez demandé la raison de ces châtiments, il se fut emporté contre la coquetterie et l'amour, et eût juré que jamais il ne souffrirait sous son toit de semblables folies. Ces considérations privées, combinées avec les raisons politiques, fixèrent sa résolution de séparer les deux cousins. Il fit connaître sa volonté à Caroline un soir qu'elle était assise à son travail, auprès de la fenêtre du salon. Son visage, tourné vers lui, était éclairé en plein par la lumière. Il avait été frappé, quelques minutes auparavant, de la voir plus pâle et plus abattue que de coutume. Il n'avait pas manqué de remarquer aussi que depuis 3 semaines, le nom de Robert Moore n'était pas une fois sorti de ses lèvres, et que ce dernier n'avait pas, pendant ce temps, paru à la rectory. Quelques soupçons de rencontre clandestine lui trottaient par la tête. Ayant une mauvaise opinion des femmes, il les soupçonnait toujours. Il pensait qu'elles ont besoin d'une continuelle surveillance. Ce fut d'un ton sec et très significatif qui lui enjoignit de cesser ses visites quotidiennes à Hollow. Il s'attendait à un tressaillement, à un regard de supplication. Il vit le tressaillement, mais il était presque imperceptible, et aucun regard ne fut dirigé vers lui. « M'avez-vous entendu » demanda-t-il. « Oui, mon oncle. »« Et vous avez l'intention de faire ce que je vous commande ?»« Oui, certainement. »« Et il n'y aura aucun commerce de lettres entre vous et votre cousine Hortense, aucune relation quelle qu'elle soit. Je n'approuve point les principes de cette famille. Ce sont des Jacobins. »« C'est très bien, » dit tranquillement Caroline. Elle consentait donc. Son visage ne se colora d'aucune rougeur de dépit. Les larmes ne lui obscurcirent point les yeux. L'expression sombre et pensive qui couvrait ses traits avant que M. Elstone lui adressât la parole n'avait point changé. Caroline était obéissante. Oui, parfaitement obéissante, parce que l'ordre de son oncle coïncidait avec ses propres pensées, parce que c'était maintenant une douleur pour elle d'aller au cottage de Hollow, où elle ne rencontrait que le désappointement, car Robert semblait avoir déserté cette demeure. Toutes les fois qu'elle demandait de ses nouvelles, ce qui lui arrivait rarement, son nom seul lui faisant remonter le rouge au visage, la réponse était qu'il n'était point à la maison, ou qu'il était entièrement absorbé par ses affaires. Hortense craignait que le travail ne le fît tomber malade. Il ne prenait presque plus un repas au cottage. Il vivait dans le comptoir. C'est à l'église seulement que Caroline avait l'occasion de le voir, et là, elle levait rarement les yeux sur lui. C'était à la fois trop de peine et trop de plaisir. Sa vue excitait en elle une nouvelle émotion, et elle avait trop bien appris que c'était de l'émotion perdue. Une fois, un dimanche pluvieux et sombre, qu'il y avait peu de monde à l'église, et que certaines personnes dont Caroline redoutait tout particulièrement les yeux et la langue étaient absentes, elle permit à ses regards d'errer du côté du banc de Robert et de s'arrêter un instant sur celui qui l'occupait. Il était seul. Hortense avait prudemment gardé la maison à cause de la pluie et dans la crainte de gâter son chapeau neuf. Pendant le sermon, il demeurait les bras croisés, les yeux fixés à terre, paraissant triste et absorbé. Son visage était ce jour-là plus sombre et plus pâle qu'à l'ordinaire. En examinant la sombre expression de Moore, Caroline comprit instinctivement que ses pensées ne suivaient point un cours gai et aimable, qu'elles étaient bien loin non seulement d'elle, mais de tout ce qu'elle pouvait comprendre ou qui pouvait exciter sa sympathie. Son esprit était bien certainement absorbé par des intérêts, des responsabilités, dont elle ne pouvait prendre sa part. Caroline se mit à méditer, à sa manière, sur ce sujet, sur les sentiments de Moore, sur sa vie, sur ses craintes, sur son destin. Elle réfléchit sur les mystères du négoce,
Elle chercha à comprendre ce qu'on ne lui avait jamais appris, ses perplexités, sa responsabilité, ses devoirs, ses urgences. Elle essaya de voir tel qu'il est l'état d'esprit d'un négociant, de se l'assimiler, de sentir comme lui, d'avoir les mêmes aspirations. Son plus vif désir était de voir les choses telles qu'elles étaient en réalité, en ne laissant aucune place au roman. Par un effort persévérant, elle parvint à saisir par-ci par-là un rayon de vérité et espéra que ce simple rayon pourrait suffire pour la guider. La condition mentale de Moore, dit-elle enfin, est bien différente de la mienne. Je ne pense qu'à lui, mais je n'occupe aucune place dans son esprit. Il n'a pas le temps de penser à moi. Le sentiment que l'on appelle amour est, et a été depuis 2 ans, l'émotion prédominante de mon cœur, toujours là, toujours éveillée, toujours active. Des sentiments bien différents absorbent ses réflexions et gouvernent ses facultés. Le voilà qui se lève. Il va quitter l'église car le service est fini. Tournera-t-il la tête vers ce banc? Non, pas même une seule fois. Il n'a pas un regard pour moi. Cela est cruel. Un tendre regard m'eût rendue heureuse jusqu'à demain matin. Ce regard, je ne l'ai pas eu. Il n'a pas voulu me l'accorder. Il est parti. C'est étrange que la douleur m'étouffe presque, parce que l'œil d'un être humain n'a pas rencontré le mien. Malone étant venue, comme d'habitude, passer la soirée de ce dimanche avec le recteur, Caroline, après le thé, se retira dans sa chambre. Fanny, qui connaissait ses habitudes, lui avait allumé un charmant petit feu, car le temps était orageux et froid. Enfermée là, silencieuse et solitaire, pouvait-elle faire autre chose que de s'absorber dans ses pensées? Elle parcourut sans bruit de long en large le tapis de la chambre, la tête inclinée, les mains croisées. Elle ne pouvait tenir assise. Le courant de ses réflexions parcourait rapidement son esprit. Ce soir-là, elle était en proie à une vive excitation. Le plus complet silence régnait dans la maison. La double porte du cabinet arrêtait la voix des gentlemen. Les domestiques étaient tranquillement assis à la cuisine, lisant les livres que leur jeune maîtresse leur avait prêtés, en leur disant que ces livres convenaient pour les lectures du dimanche. Caroline en avait un aussi, de la même espèce, ouvert sur la table. Mais elle ne pouvait le lire. Sa théologie lui était incompréhensible, et son propre esprit était trop occupé, trop rempli, trop errant, pour écouter le langage d'un autre esprit. Son imagination alors se repaissait des plus charmantes images, les scènes où Moore et elle s'étaient rencontrés, des esquisses du coin du feu, l'hiver, un radieux paysage d'une chaude après-midi d'été passé avec lui au milieu du bois de Nunneley. De gracieuses vignettes représentant les heureux moments du printemps ou de l'automne, où, assis à ses côtés dans le taillis de Hollow, ils écoutaient le chant du coucou de mai, où se partageaient les trésors de septembre, les noix et les mûres, desserts rustiques qu'elle prenait plaisir le matin à entasser dans un petit panier et à couvrir de feuilles vertes pour les administrer l'après-midi à Moore, une à une, comme un oiseau donne la becquée à ses petits. Les traits de Robert étaient là devant elle. Le son de sa voix frappait distinctement son oreille. Ses rares caresses semblaient se renouveler. Mais bientôt, le rêve fit place à la réalité. L'image s'évanouit, la voix se tut. Le serrement de main ne laissa qu'une impression glaciale, et sur son front, où 2 lèvres brûlantes avaient imprimé un baiser, elle sentit tomber comme une goutte d'eau glacée. Elle revint d'une région enchantée au monde réel. Au lieu du bois de Nunneley en juin, elle aperçut sa chambre étroite. Au lieu des chants des oiseaux retentissant dans les allées, elle entendit la pluie tomber sur le toit. Au lieu de la douce brise du midi, elle entendit gémir le vent de l'Est. Au lieu d'un vigoureux compagnon comme Moore, elle se trouvait seule, en présence de sa propre silhouette, réfléchie sur le mur. Se détournant de ce pâle fantôme qui, dans ses contours, reproduisait son attitude rêveuse et abattue, son visage triste, ses tresses sans couleur, elle s'assit,
L'inaction convenait mieux à l'état présent de son esprit, et se dit à elle-même: « Je vivrai peut-être jusqu'à 70 ans. Autant que j'en puis juger, j'ai une bonne santé. Un demi-siècle d'existence peut m'être réservé. Comment l'occuperai-je? Que vais-je faire pour remplir l'intervalle qui me sépare de la tombe ?» Elle réfléchit. « Je ne me marierai pas, il paraît, » continua-t-elle. « Je suppose, puisque Robert ne songe pas à moi, que je n'aurai jamais un époux à aimer, ni de petits-enfants à élever. Il n'y a pas longtemps encore, je comptais sur les devoirs et les affections d'épouse et de mère pour remplir mon existence. Il me semblait en quelque sorte que je grandissais pour la destinée commune, et jamais je ne m'étais mise en peine d'en chercher une autre. Mais maintenant, je vois clairement que je me suis trompée. Je demeurerai probablement vieille fille. Je vivrai, pour voir Robert en épouser une autre, quelque riche lady. Je ne me marierai jamais. Je me demande pourquoi j'ai été créée. Où est ma place en ce monde? Elle réfléchit encore. Ah, je vois, poursuivit-elle aussitôt. C'est la question qu'un grand nombre de vieilles filles ne peuvent résoudre. Mais les autres la résolvent pour elles en disant: votre destinée est de faire du bien aux autres, d'être secourable envers tous ceux qui ont besoin de secours. Cela est juste, juste jusqu'à un certain point. Et c'est une doctrine fort commode pour ceux qui la professent, mais je m'aperçois que certaines gens sont très portés à soutenir que d'autres doivent sacrifier leur vie pour eux et à leur service, et ils les en récompensent avec des louanges. Ils les appellent vertueux et dévoués. Est-ce assez? Est-ce là vivre? N'y a-t-il pas un terrible vide, une moquerie, des désirs irréalisables sous cette existence qui est abandonnée aux autres, faute d'avoir de quoi l'employer pour soi-même? Je le soupçonne. Est-ce que la vertu consiste dans l'abnégation de soi-même? Je ne le crois pas. L'humilité mal entendue produit la tyrannie. Les concessions de la faiblesse engendrent l'égoïsme. Chaque être humain a sa part de droit. Je suis tentée de croire que le moyen d'arriver au bien-être et au bonheur de tous serait que chacun connût le lot qui lui revint et s'y attachât avec autant de fermeté qu'un martyr à sa foi. Singulières pensées qui surgissent dans mon esprit. Ces pensées sont-elles justes? Je ne sais. Mais tout au moins, la vie est courte. 70 ans, disent-ils, passent comme une fumée, comme un songe. Chaque sentier suivi par des pieds humains se termine au même but, le tombeau. La petite crevasse sur la surface de ce globe énorme, le sillon où le temps, ce puissant moissonneur, dépose la semence qu'il vient de faire tomber de la tige mûre. Et là, elle se consume, pour renaître de nouveau lorsque le monde a fait quelques tours de plus. Voilà pour le corps. Mais l'âme s'envole, au loin, replie ses ailes au bord de la mer de feu et de glace, où, regardant à travers la clarté des flammes, elle voit réfléchie la clarté de la triple déité chrétienne. Le Père souverain, le Fils médiateur, l'Esprit créateur. De tels mots, sans doute, ont été choisis pour exprimer ce qui est inexprimable, pour décrire ce qui défie toute description. Qui peut savoir quelle est la vie future de l'âme? En ce moment, le feu jeta ses dernières lueurs. Malone était parti, et la sonnette du cabinet sonna les prières du soir. Le lendemain, Caroline resta seule, son oncle étant allé dîner avec M. Boultby, vicaire de Winbury. Elle passa toute la journée dans les mêmes pensées, portant ses regards vers l'avenir, se demandant ce qu'elle allait faire de la vie. Fanny, en allant et venant pour vaquer aux soins du ménage, s'aperçut que sa jeune maîtresse était fort tranquille. Elle demeurait constamment assise à la même table, à la même place, penchée sur son travail. Elle ne leva pas une seule fois la tête pour adresser la parole à Fanny, comme c'était son habitude. Et lorsque cette dernière lui fut remarquée que le temps était beau et qu'elle devrait faire une petite promenade, elle se borna à répondre. « Il fait froid ?»
Vous êtes très appliquée à ce travail de couture, Miss Caroline, continua Fanny en s'approchant de la petite table. J'en suis fatiguée, Fanny. Alors, pourquoi ne l'abandonnez-vous pas? Jetez cela de côté, lisez, ou faites quelque chose pour vous distraire. Cette maison est bien solitaire, Fanny. Ne le pensez-vous pas? Je ne trouve pas, Miss. Elisa et moi, nous nous tenons réciproquement compagnie. Mais vous êtes trop sédentaire, vous devriez faire plus souvent des visites. Voyons, laissez-vous persuader. Montez à votre chambre, faites-vous belle, et allez prendre sans façon le thé avec Miss Mann ou Miss Henley. Je suis sûre que l'une ou l'autre de ces dames sera enchantée de vous voir. Mais leurs maisons sont tristes. Ce sont toutes deux de vieilles filles. Je suis sûre que toutes les vieilles filles sont malheureuses. Non, pas celles-là, Miss. Elles ne peuvent pas être malheureuses. Elles prennent tant de soin d'elles-mêmes. Elles sont uniquement égoïstes. Miss Henley n'est point égoïste, Fanny. Elle fait constamment le bien. Combien elle fut bonne et dévouée pour sa belle-mère pendant tout le temps que la dame vécut. Et maintenant qu'elle est seule au monde, sans frère ni sœur, ni personne qui s'intéresse à elle, combien elle est charitable pour les pauvres. Eh bien, personne ne songe à elle ou ne prend plaisir à aller la voir, et comme les hommes la tournent en ridicule. Ils ont tort, Miss. Je crois que c'est une bonne femme, mais les messieurs ne cherchent que les regards des ladies. J'irai la voir, s'écria Caroline en se levant vivement. Et si elle m'invite à rester pour le thé, je resterai. C'est très mal de négliger les gens parce qu'ils ne sont ni beaux, ni jeunes, ni gais. Et j'irai certainement voir aussi Miss Mann. Elle peut n'être pas aimable. Quelle vie a été la sienne? Fanny aida Miss Elstone à se débarrasser de son ouvrage et l'assista ensuite dans sa toilette. Vous ne demeurerez pas vieille fille, vous, Miss Caroline, lui dit-elle en lassant le corsage de sa robe de soie brune, après avoir lissé ses boucles soyeuses, douces et abondantes. Il n'y a chez vous aucun signe qui fasse présager la vieille fille. Caroline se regarda dans le petit miroir placé devant elle et crut y remarquer des signes contraires. Elle vit qu'une grande altération s'était faite sur son visage depuis un mois, que son teint avait pâli, que ses yeux, autour desquels se dessinait un cercle bistré, étaient mornes et abattus. Enfin, qu'elle n'était plus ni aussi jolie, ni aussi fraîche qu'autrefois. Elle fit part de son impression à Fanny, dont elle ne put obtenir de réponse directe, mais seulement la remarque que de tels changements arrivaient quelquefois, qu'à son âge il ne signifiait rien, que bientôt sa figure reprendrait sa rondeur et serait plus grasse et plus rose que jamais. Après lui avoir donné cette assurance, Fanny montra un zèle singulier pour l'envelopper chaudement dans des châles et des fichus, jusqu'à ce que Caroline, presque écrasée sous le poids de ces objets, s'opposa à ce qu'il en fût ajouté d'autres. Elle fit ses visites. D'abord à Miss Mann, car c'était la plus difficile. Miss Mann n'était assurément pas une fort aimable personne. Jusqu'alors, Caroline avait toujours ouvertement professé l'antipathie qu'elle lui inspirait, et plus d'une fois, il lui était arrivé de se joindre à son cousin Robert pour rire de quelques-unes de ses singularités. Moore n'était pas ordinairement sarcastique, surtout envers plus humbles et plus faibles que lui. Mais il lui était arrivé, une fois ou deux, de se trouver présent lorsque Miss Mann venait faire une visite à sa sœur, et après avoir entendu sa conversation et examiné ses traits, il était sorti dans le jardin, où sa petite cousine s'occupait à donner des soins à ses fleurs favorites, et s'était amusé à faire en riant une comparaison entre la belle, délicate et attrayante jeune fille et la vieille ridée, livide et repoussante. Une fois, en semblable occasion, Caroline, détournant les yeux de la plante grimpante qu'elle attachait à une tige, lui avait dit « Ah, Robert, vous n'aimez pas les vieilles filles? Moi aussi je tomberais sous le fouet de vos sarcasmes si jamais je restais vieille fille. »« Vous? Vieille fille » s'était-il écrié. « Piquante idée, exprimée par des lèvres de cette couleur et de cette forme. Il me semble vous voir à 40 ans, simplement vêtue, pâle et fatiguée, mais conservant toujours ce nez droit, ce front blanc, ces doux yeux. Je suppose aussi que vous conserverez votre voix, qui a un autre timbre que le rude et caverneux organe de Miss Mann. Ne craignez rien. Même à 50 ans, vous ne seriez point repoussante. »
Miss Mann ne s'est point faite elle-même. Ce n'est point elle qui a accordé le timbre de sa voix à Robert. La nature l'a formée dans le moment où elle créait ses bruyères et ses épines. Tandis que pour la création de certaines femmes, elle a réservé les heures matinales de mai, lorsque sous la rosée et les premiers rayons du jour, elle féconde les marguerites dans le gazon et les lit sous la mousse des bois. Introduite dans le petit parloir de Miss Mann, Caroline la trouva, comme toujours, environnée d'une élégance, d'une propreté, d'un confort parfait. Après tout, n'est-ce pas une vertu chez les vieilles filles que la solitude leur donne rarement des habitudes de négligence ou de désordre? Aucune poussière sur son luisant ameublement, aucune sur les tapis, des fleurs fraîches dans un vase sur la table, un feu brillant dans la grille du foyer. Elle était assise dans une chaise à coussin et avait les mains occupées à un ouvrage de tricot. C'était son travail favori, parce qu'il ne demandait que peu de mouvement. Elle se souleva à peine à l'arrivée de Caroline. Éviter le mouvement était un des buts de la vie de Miss Mann. Depuis qu'elle était descendue le matin, elle s'efforçait d'arriver aux douceurs du farniente, et elle venait d'atteindre un certain état de calme léthargique lorsque la visiteuse frappa à la porte, la fit tressaillir, et défit ainsi le travail de la journée. Elle fut donc médiocrement flattée de la visite de Miss Elstone. Elle l'accueillit avec froideur, lui dit d'un ton austère de prendre un siège, et lorsque Miss Elstone se fut assise en face d'elle, elle la regarda, fixement. Ce n'était pas chose ordinaire que d'être regardée fixement par l'œil de Miss Mann. Robert Moore l'avait éprouvé une fois, et n'avait jamais oublié cette circonstance. Il ne pensait pas que la tête de Méduse eût autrefois rien produit de pareil. Il doutait même quelquefois si, depuis ce châtiment, sa chair était bien ce qu'elle était auparavant. S'il n'y avait pas quelque chose de pétrifié dans son organisme. Ce regard avait eu sur lui un effet tel qu'il s'était précipité hors de l'appartement et de la maison et était allé droit à la rectorerie, où il s'était présenté devant Caroline avec une figure singulière et l'avait étonnée en lui demandant un baiser sur le champ, pour détruire l'influence malfaisante du regard fatal. Assurément, Miss Mann avait un œil formidable pour une femme. Il était à fleur de tête, on n'en voyait presque que le blanc, et il paraissait presque aussi fixe, aussi immobile, que si c'eût été une balle d'acier incrustée dans l'orbite. Et lorsque, en fixant sur vous cet œil, elle se mettait à parler d'un ton inintelligible et monotone, sans vibration ni inflexion, vous eussiez dit le fantôme de quelque mauvais esprit. Mais tout cela n'était qu'un jeu de l'imagination. La laideur rébarbative de Miss Mann laissait à peine une impression plus profonde que la suavité angélique de certaines beautés. C'était une femme consciencieuse et parfaitement honnête, après tout, qui avait accompli dans le cours de sa vie des devoirs qui eussent effrayé plus d'une de ces péris humaines aux yeux de gazelle, aux tresses soyeuses, à la voix argentine. Elle avait traversé de longues scènes de douleur, professant la plus sévère abnégation, sacrifiant largement son temps, son argent, sa santé, à ceux qui ne l'avaient payée que d'ingratitude. Et maintenant, son principal, son seul défaut, c'était la médisance. Médisante, elle l'était assurément. Caroline n'était pas là depuis 5 minutes, que son hôtesse, qui la tenait encore sous l'influence de son redoutable regard de gorgone, se mit à écorcher vive certaines familles du voisinage. Elle s'acquittait de cette tâche d'une façon singulièrement froide et délibérée, comme un chirurgien promenant le scalpel sur un cadavre. Elle faisait peu de distinctions. Rarement elle convenait que quelqu'un pût être bon. Elle disséquait impartialement à peu près toutes ses connaissances. Si Caroline s'aventurait de temps à autre à glisser un mot palliatif, elle le réfutait avec un calme dédain. Néanmoins, si impitoyable qu'elle fût dans son autopsie morale, elle ne cherchait pas à propager la médisance. Jamais elle ne faisait de méchants et dangereux rapports à dessein de nuire. Ce n'était point tant son cœur que son tempérament qui était à blâmer. Caroline fit ce jour-là cette découverte pour la première fois, et regrettant les injustes jugements qu'elle avait plus d'une fois portés sur la chagrine vieille fille, elle se mit à lui parler avec douceur, non seulement avec des mots,
mais avec une voix sympathique. La tristesse de sa condition impressionna la jeune fille d'une façon nouvelle. Il en fut de même du caractère de sa laideur, la pâleur d'une morte et des traits profondément usés. Caroline plaignit la pauvre affligée. Ses regards reflétèrent ses sentiments. Un charmant visage n'est jamais plus doux que lorsque l'âme émue l'anime d'une tendre compassion. Miss Mann, voyant cette émotion, fut touchée à son tour. Reconnaissante de l'intérêt si inattendu qui lui était montré, à elle, qui ne rencontrait que la froideur et la moquerie, elle y répondit franchement. Elle n'était pas habituellement communicative sur ses affaires privées, parce que personne ne se souciait de l'entendre, mais elle le devint ce jour-là, et sa confidente répandit des larmes en l'écoutant. Elle parla de cruelles, lentes et opiniâtres souffrances. Ce n'était pas sans raison qu'elle ressemblait à un cadavre, que son visage triste n'était jamais égayé par un sourire, qu'elle recherchait tous les moyens d'éviter l'excitation, d'obtenir et de conserver le calme. Caroline, lorsqu'elle sut tout, reconnut que Miss Mann devait plutôt être admirée pour sa force d'âme que blâmée pour son caractère morose. Lecteur, lorsque vous voyez un visage dont vous ne pouvez vous expliquer l'expression sombre et morne, et sur lequel s'étend un nuage perpétuel qui vous exaspère parce que vous n'en connaissez point la cause, soyez sûr qu'il y a un cancer quelque part, et un cancer qui, pour être caché, n'en est pas moins profondément corrosif. Miss Mann sentit qu'elle était partiellement comprise, et elle voulut l'être entièrement, car quelques disgraciés de la nature, vieux, humbles et affligés que nous puissions être, tant que nos cœurs conservent la plus faible étincelle de vie, ils conservent aussi, vacillant auprès de ce pâle foyer, un insatiable et ardent besoin de s'épancher et de s'attirer l'affection. À ce spectre exténué, peut-être, une miette n'est-elle pas jetée une fois par an. Mais lorsqu'il est près d'expirer de faim et de soif, lorsque toute l'humanité a oublié l'hôte mourant de la maison en ruine, la miséricorde divine se souvient de l'affligé, et une pluie de manne tombe sur ses lèvres qui ne recevront plus de nourriture terrestre. Les promesses bibliques, dédaignées pendant la santé, reviennent se faire entendre au chevet du malade. On sent qu'un Dieu miséricordieux veille avec sollicitude sur ce que le genre humain a abandonné. On se souvient de la tendre compassion de Jésus, et l'on s'y réfugie. L'œil qui va s'éteindre, regardant au-delà du temps, aperçoit une demeure, un ami, un refuge dans l'éternité. Miss Mann, encouragée par la vive attention de Caroline, entra dans les détails de sa vie passée. Elle parla comme parle la vérité, simplement et avec une certaine réserve, sans vanité, sans exagération. Caroline trouva que cette vieille fille avait été une fille et une sœur des plus dévouées, la plus infatigable gardienne au chevet des moribonds. Qu'à ses soins continuels et prolongés auprès des malades, elle devait la maladie qui empoisonnait en ce moment sa vie. Qu'elle avait été le soutien et l'appui d'un parent tombé par sa propre faute dans la plus affreuse dégradation, et qu'elle seule le préservait en ce moment du plus complet abandon. Miss Elstone demeura toute la journée, négligeant les autres visites qu'elle avait projetées. Et lorsqu'elle quitta Miss Mann, ce fut avec la résolution de tout faire à l'avenir pour excuser ses défauts, de ne jamais rire de sa singularité ou de sa laideur. Et par-dessus tout, de ne point la négliger, de venir la voir une fois par semaine, et de lui offrir du fond du cœur l'hommage de son affection ou de son respect. Elle sentait enfin qu'elle pouvait lui accorder le tribut de ces deux sentiments. Caroline, à son retour, apprit à Fanny qu'elle était très contente de sa sortie, et que cette visite lui avait fait du bien. Le lendemain, elle ne manqua pas de rendre visite à Miss Henley. Cette dernière était dans une position moins aisée que Miss Mann, et sa demeure était plus modeste. Elle était, cependant, si c'est possible, plus propre encore. Bien que la noble vieille dame, ne pouvant se permettre le luxe d'une domestique, fit elle-même son ménage, avec l'aide accidentelle d'une jeune fille qui demeurait dans un cottage voisin. Non seulement Miss Henley était plus pauvre, mais elle était même plus disgraciée de la nature que l'autre vieille fille. Dans sa jeunesse, elle avait dû être laide. En ce moment, à 50 ans, elle était
très laide. À première vue, il fallait être dans une toute particulière disposition d'esprit pour ne pas la trouver repoussante. Elle était affectée dans ses vêtements et dans ses manières. Son air, sa parole, sa démarche étaient tout à fait d'une vieille fille. L'accueil qu'elle fit à Caroline fut cérémonieux, même dans son amabilité, car il était aimable. Mais Miss Elstone excusa cela. Elle savait quelque chose de la bienfaisance du cœur qui battait sous ce fichu empesé. Tout le voisinage, au moins toute la partie féminine du voisinage, en savait aussi quelque chose. Nul ne parlait mal de Miss Henley, à l'exception des jeunes gens légers et des vieux, inconsidérés qui la déclaraient hideuse. Caroline fut bientôt à son aise dans son petit parloir. Une main empressée la débarrassa de son châle et de son chapeau et l'installa auprès du feu, dans le siège le plus confortable. La jeune et la vieille fille furent bientôt engagées dans une aimable conversation, et Caroline ne tarda pas à éprouver le pouvoir que peut exercer une âme sereine, dévouée et bienveillante sur tout ce qui l'approche. Miss Henley ne parlait jamais d'elle-même. Toujours des autres. Elle ne s'occupait point de leurs défauts. Son thème favori était leurs besoins, auxquels elle cherchait à subvenir, leurs souffrances, qu'elle désirait alléger. Elle était vraiment religieuse, ce que quelques-uns appelleraient une sainte, et en parlant de la religion, elle se servait souvent de certaines phrases consacrées, phrases dans lesquelles ceux qui ne possèdent que la faculté de remarquer le ridicule, et non d'apprécier et de juger un caractère, eussent assurément trouvé un sujet de satire, matière à rire et à plaisanter. Ils se seraient cependant grossièrement trompés. La sincérité n'est jamais ridicule, elle est toujours respectable. Les cœurs vraiment religieux, qu'ils parlent ou non un langage éloquent et choisi, doivent toujours être écoutés avec respect. Que ceux donc qui ne peuvent avec certitude discerner la différence qui existe entre le ton de l'hypocrisie et celui de la sincérité, se montrent réservés dans leur moquerie, de peur d'avoir le malheur de rire à tort, et de commettre une impiété lorsqu'ils ne songent qu'à faire briller leur esprit. Ce n'est point de la propre bouche de Miss Henley que Caroline avait appris les bonnes œuvres de la vieille fille, et cependant, elle les connaissait bien. Sa bienfaisance était le sujet familier de la conversation des pauvres de Briarfield. Ses bonnes œuvres n'étaient pas des aumônes. La vieille fille était trop pauvre pour donner beaucoup, quoiqu'elle se refusât le nécessaire afin de contribuer de son obole lorsqu'il en était besoin. C'étaient les œuvres de la sœur de charité, bien plus difficiles à accomplir que celles de dame bienfaisance. Elle eût veillé au lit de n'importe quel malade. Rien ne semblait la rebuter. Elle eût soigné les plus pauvres, et ceux que nul autre qu'elle n'eût voulu approcher. Elle était, dans toutes les circonstances, sereine, humble, bienveillante, et d'une humeur égale. De cette bonté, elle ne tirait pas grande récompense en cette vie. Beaucoup de pauvres s'étaient tellement accoutumés à recevoir ses services qu'ils songeaient à peine à l'en remercier. Les riches entendaient parler d'elle avec étonnement, mais un sentiment de honte, produit par la différence qu'ils remarquaient entre ses sacrifices et les leurs, leur faisait garder le silence. Beaucoup de dames, cependant, avaient pour elle une vénération profonde, dont elle ne pouvait se défendre. Un gentleman, un seul, lui avait donné son amitié et toute sa confiance. C'était M. Hall, le curé de Nunneley. Il disait, et avec justice, que sa vie approchait plus de celle du Christ que celle d'aucun être humain dont il eût connaissance. N'allez pas croire, lecteur, qu'en esquissant le caractère de Miss Henley, je fais un portrait d'imagination. Non, je prends les originaux de semblables portraits dans la vie réelle. Miss Elstone étudia bien l'esprit et le cœur qui venaient de se révéler à elle. Elle ne trouva pas une grande intelligence à admirer. La vieille fille n'avait que de la sensibilité, mais elle découvrit en Miss Henley tant de bonté, de douceur, de patience, de franchise, de désir d'être utile, qu'elle inclina respectueusement sa propre intelligence devant celle de la vieille fille. Qu'était son amour de la nature, son sentiment du beau, ses plus diverses et ses plus ferventes émotions, sa plus profonde faculté de penser et de comprendre, comparée aux vertus pratiques de cette bonne femme. Pour un moment, ces avantages lui parurent n'être que les belles formes de l'égoïsme, et elle les foula mentalement aux pieds.
Elle sentait, il est vrai, avec peine, que la vie qui avait fait Miss Henley heureuse ne pouvait lui donner le bonheur. Toute pure et toute active que fût cette existence, elle lui paraissait profondément triste, parce qu'elle était si dépourvue d'amour, selon elle, si abandonnée. Cependant, elle réfléchit sans doute qu'il ne fallait que l'habitude pour la rendre possible et même agréable, à qui que ce fût. Elle comprit qu'il était méprisable de dépérir sentimentalement, de caresser de secrètes douleurs, de vains souvenirs, de rester dans l'inertie, de perdre sa jeunesse dans une douloureuse langueur et de vieillir sans rien faire. Je veux me mettre en mouvement et essayer d'être sage, si je ne peux devenir bonne, fut sa résolution. Elle demanda alors à Miss Henley si elle pouvait l'aider en quelque chose dans ses œuvres de bienfaisance. Miss Henley lui dit qu'elle le pouvait, et lui indiqua quelques pauvres familles de Briarfield qu'il serait bon qu'elle visitât. Elle lui donna également, sur sa demande, quelques travaux à faire pour certaines femmes pauvres qui avaient de nombreux enfants et qui étaient inhabiles aux travaux d'aiguille. Caroline retourna à la rectorerie, traça ses plans et prit la résolution de n'en pas dévier. Elle consacra une partie de son temps à ses diverses études et l'autre partie aux travaux que lui pourrait demander Miss Henley. Le reste devait être donné à l'exercice. Aucun moment n'était laissé aux pensées fiévreuses qui avaient empoisonné la soirée du dimanche précédent. Il faut lui rendre cette justice, qu'elle mit à exécution ses plans consciencieusement et avec persévérance. Ce fut un dur labeur tout d'abord. Ce fut un dur labeur jusqu'à la fin. Mais il l'aida à combattre et à vaincre sa douleur. Il la tint occupée, l'empêcha de songer au passé, et des éclairs de satisfaction vinrent illuminer sa vie monotone, lorsqu'elle avait la conscience d'avoir fait du bien, d'avoir causé du plaisir ou adouci des souffrances. Cependant, je dois dire la vérité. Ses efforts ne lui donnèrent ni la santé du corps, ni la continuelle paix de l'âme. Elle dépérit. Elle devint de jour en jour plus triste et plus pâle. Le nom de Moore ne pouvait sortir de sa mémoire. Une élégie du passé résonnait constamment à son oreille. Un cri intérieur se faisait sans cesse entendre en elle. Le poids d'une âme brisée et de facultés souffrantes et paralysées écrasa sa vive et alerte jeunesse. L'hiver sembla envahir son printemps. Les trésors de son intelligence s'engourdirent peu à peu, dans une glaciale et aride stagnation. Chapitre 10. Fieldhead. Caroline refusa néanmoins de succomber. Elle possédait une grande force native dans son cœur de jeune fille, et elle usa de cette force. Hommes et femmes ne combattent jamais plus rudement que lorsqu'ils combattent seuls, sans témoin, sans conseiller, sans confident, n'ayant personne pour les encourager, leur donner des avis et les plaindre. Miss Elstone était dans cette position. Ses souffrances étaient son seul aiguillon, et comme elles étaient réelles et aiguës, elles excitèrent âprement son courage. Résolue à demeurer victorieuse d'une douleur mortelle, elle fit tout ce qu'elle put pour l'étouffer. Jamais elle n'avait été si affairée, si studieuse, et surtout si active. Elle sortait par tous les temps, et faisait de longues promenades dans les lieux les plus solitaires. Chaque jour, elle rentrait le soir, pâle, et cependant ne semblait pas fatiguée. Car aussitôt qu'elle s'était débarrassée de son chapeau et de son châle, au lieu de se reposer, elle se mettait à parcourir son appartement. Quelquefois, elle s'asseyait, lorsqu'elle était réellement sur le point de s'évanouir. Elle disait qu'elle agissait ainsi dans le but de se bien fatiguer afin de mieux dormir. Mais si tel était son dessein, elle était loin de l'atteindre, car pendant la nuit, lorsque tout le monde dormait, elle s'agitait sur son oreiller ou demeurait assise dans l'obscurité, sur le pied de sa couche, oubliant en apparence la nécessité du sommeil. Souvent, la malheureuse enfant, elle se mettait à pleurer sous l'étreinte d'un intolérable désespoir, qui, en s'emparant d'elle, anéantissait sa force et la réduisait à la faiblesse d'un enfant. Dans cet état de prostration, les tentations l'assiégeaient.
Elle entendait dans son cœur abattu les suggestions de la faiblesse, qui lui conseillait d'écrire à Robert pour lui dire qu'elle était malheureuse, parce qu'on lui défendait de le voir, ainsi que sa cousine Hortense, qu'elle craignait qu'il ne lui retirât son amitié, non son amour, et qu'il ne l'oubliât entièrement. Et pour le prier de se souvenir d'elle et de lui écrire quelquefois. Elle écrivit même 1 ou 2 lettres de ce genre, mais elle ne les envoya pas. La honte et son bon sens s'y opposèrent. Enfin, la vie qu'elle menait atteignit le point où il semblait qu'elle ne dût plus pouvoir la supporter, et qu'elle dut chercher et trouver un changement, de quelque manière que ce fût, sous peine de voir son cœur et sa tête défaillir sous le poids qui les écrasait. Elle désirait quitter Briarfield et se réfugier dans quelque lieu éloigné. Elle désirait ardemment aussi autre chose, le profond, secret et irrésistible besoin de découvrir et de reconnaître sa mère l'envahissait chaque jour davantage. Mais ce désir était accompagné d'un doute, d'une crainte. Si elle la connaissait, pourrait-elle l'aimer ? Cette crainte, cette appréhension n'était pas sans cause. Jamais dans sa vie elle n'avait entendu louer sa mère. Tous ceux à qui il arrivait d'en parler le faisaient froidement. Son oncle semblait regarder sa belle-sœur avec une sorte de tacite antipathie. Une vieille domestique qui avait demeuré avec Mistress James Elstone quelque temps après son mariage, toutes les fois qu'elle parlait de son ancienne maîtresse, le faisait avec une glaciale réserve. Quelquefois, elle l'appelait originale. D'autres fois, elle disait qu'elle ne l'avait jamais comprise. Ces expressions étaient de la glace sur le cœur de la jeune fille. Elle lui suggérait cette conclusion, qu'il valait mieux, peut-être, ne jamais connaître cette mère que de la connaître et de ne pouvoir l'aimer. Mais un seul projet se présentait à son esprit, dont l'exécution semblait devoir lui apporter un espoir de soulagement. C'était de se créer une position, de se faire gouvernante. Elle était incapable de faire autre chose. Un petit incident lui fournit l'occasion de faire connaître ce projet à son oncle. Ces longues et tardives promenades avaient toujours lieu, nous l'avons dit, en des lieux solitaires. Mais de quelque côté qu'elle dirigeât ses pas, soit vers la lisière aride du marais de Stilbro, soit vers les riantes prairies de Nunneley, au retour, son chemin la remenait toujours auprès de Hollow. Elle descendait rarement au fond de la vallée, mais elle apparaissait sur la hauteur aussi régulièrement que les étoiles se levaient sur la montagne. Le lieu où elle se reposait était un certain passage sous une vieille épine. De là, elle pouvait découvrir le cottage, la fabrique, le jardin, l'écluse calme et tranquille. De là, elle découvrait la fenêtre bien connue du comptoir, derrière les vitres de laquelle étincelait, à heure fixe, la brillante lueur d'une lampe également connue. Son but était de guetter l'apparition de cette lumière, sa récompense, de l'apercevoir, tantôt étincelant dans l'air pur, tantôt vacillant à travers le brouillard, d'autres fois brillant au milieu des lignes obliques de la pluie, car elle venait en tout temps. Il y avait des nuits où la lumière ne se montrait pas. Elle savait alors que Robert était absent, et elle s'en allait, plus triste, tandis que l'apparition de cette lumière la rendait joyeuse, comme si elle voyait en elle la promesse de quelque vague espérance. Si pendant qu'elle regardait, une ombre se penchait entre la lampe et la fenêtre, son cœur bondissait. Cette éclipse, c'était Robert qui la produisait. Elle l'avait vue. Elle s'en retournait alors à la maison, consolée, emportant dans son imagination une idée plus précise de son bien-aimé, un souvenir plus distinct de sa voix, de son sourire, de son maintien. Puis, à ces impressions ne tardait pas de se joindre la douce persuasion que si elle pouvait arriver jusqu'à lui, Robert ne pourrait que se réjouir de sa présence, qu'en ce moment, il serait peut-être tout disposé à lui tendre la main, à l'attirer vers lui, à la placer à son côté, sous sa protection, comme autrefois. La nuit suivante, quoiqu'elle pleurât comme de coutume, il lui semblait que ses larmes étaient moins brûlantes. L'oreiller sur lequel coulaient ses larmes lui paraissait plus doux. La tête qui reposait sur cet oreiller souffrait moins. Le plus court chemin de Hollow à la rectorerie passait à côté d'une certaine demeure, la même que celle sous les murs solitaires de laquelle Malone avait passé un soir, ainsi que nous l'avons mentionné au second chapitre de ce livre.
la vieille résidence inoccupée, appelée Field Head. Depuis 10 ans, elle n'avait pas été habitée par son propriétaire, mais ce n'était point pour cela une ruine. Monsieur York avait eu soin de la faire entretenir en bon état, et un vieux jardinier avec sa femme s'y était installé, entretenant les terres et conservant la maison en bon état. Si Field Head n'avait pas de grand mérite comme construction, on pouvait tout au moins l'appeler pittoresque. Son architecture irrégulière, la couleur grise et sombre que le temps lui avait communiquée, lui donnait des droits à cette épithète. Les vieilles fenêtres grillées, le porche de pierre, les murs, le toit, les cheminées, eussent fait le sujet d'un riche dessin au crayon et à la sépia. Les arbres situés derrière le bâtiment étaient beaux et vigoureux. Le cèdre, qui occupait le centre de la pelouse sur le devant, était grand, et les urnes de granit qui couronnaient les murs du jardin, l'arcade ciselée de la porte d'entrée, étaient de nature à réjouir la vue d'un artiste. Par une douce soirée de mai, Caroline passait auprès de cette demeure au moment où la lune allait paraître à l'horizon. Quoique fatiguée, elle était peu disposée à rentrer sitôt au presbytère, où l'attendait une couche d'épines et une nuit de tristesse. Elle s'assit sur la verte pelouse, près de la porte d'entrée, et laissa errer ses regards vers le cèdre et le manoir. La nuit était calme, une douce rosée tombait d'un ciel pur et sans nuages. Les pignons tournés vers le couchant réfléchissaient l'horizon clair et couleur d'ambre. Les chênes situés derrière étaient noirs, le cèdre plus noir encore, et à travers ses rameaux touffus, une éclaircie permettait d'apercevoir un point du ciel d'un bleu sombre. Cette éclaircie était alors remplie par la lune, qui de dessous cette sombre voûte répandait sur Caroline ses rayons doux et solennels. Elle trouvait cette nuit et cette perspective d'une tristesse charmante. Elle désirait pouvoir être heureuse. Elle soupirait après la paix intérieure. Elle se demandait pourquoi la Providence n'avait pas eu pitié d'elle et ne venait pas l'aider et la consoler. Les souvenirs des heureuses rencontres d'amants célébrées dans les ballades revinrent à son esprit. Elle pensa qu'une rencontre dans une telle scène serait bien heureuse. Où était alors Robert ? Se demanda-t-elle. Il n'était pas à Hollow. Elle avait longtemps attendu sa lampe. Elle ne l'avait pas vu. Elle se demanda si Moore et elle étaient destinés à se rencontrer et à se parler encore. Soudain, la porte du porche s'ouvrit et 2 hommes sortirent. L'un était âgé et avait des cheveux blancs. L'autre était jeune, grand et avait des cheveux noirs. Ils traversèrent la pelouse, puis sortirent par la porte du jardin. Caroline les vit traverser la route, franchir la haie et descendre les champs, puis disparaître. Robert Moore venait de passer devant elle avec son ami M. York. Ni l'un ni l'autre ne l'avaient aperçu. L'apparition avait été rapide. Elle avait à peine eu le temps de le voir. Mais une étincelle électrique avait laissé le feu dans ses veines, la rébellion dans son âme. Cette apparition l'avait trouvé désespérant. Elle la laissa désespérée. 2 états différents. « Oh, s'il avait été seul! S'il m'avait seulement aperçu !» s'écria-t-elle. « Il m'eût dit quelque chose, il m'eût tendu la main. Il m'aime. Il doit m'aimer. Un peu. Il m'eût montré quelques signes de son affection, dans ses yeux, sur ses lèvres. J'eusse pu lire la consolation. Mais j'ai perdu cette dernière chance. Le vent, l'ombre du nuage ne passe pas plus silencieusement que lui. J'ai été frustrée dans mon attente et le ciel est cruel. » Elle rentra à la rectorerie dans un abattement profond. Le lendemain matin, à déjeuner, pâle comme quelqu'un qui a vu un fantôme, elle s'adressa à M. Elstone. « Auriez-vous quelque objection, mon oncle, à me voir chercher un emploi dans une famille ?» Son oncle, ignorant ce qu'elle avait souffert et ce qu'elle souffrait encore, en pouvait à peine croire ses oreilles. « Quel caprice, maintenant ?» demanda-t-il. « Avez-vous perdu la raison ? Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je ne suis pas bien. J'ai besoin de changement, » dit-elle. Il l'examina et vit qu'elle avait déjà subi un profond changement. Sans qu'il s'en aperçût, la rose avait fait place à la pâle boule de neige. La fraîcheur s'était évanouie. L'embonpoint avait disparu. Elle était là devant lui,
languissante, sans couleur, exténuée. Sans la douce expression de ses yeux bruns, sans la délicatesse des lignes de son visage et la luxuriante abondance de sa chevelure, elle n'aurait pu prétendre plus longtemps à être jolie. « Mais qu'y a-t-il donc » demanda-t-il. « Que souffrez-vous » Elle ne répondit rien. Mais ses yeux se remplirent de larmes, ses lèvres pâles tremblèrent. « Chercher un emploi ? Mais quel est l'emploi qui vous convient ? Qu'avez-vous donc ? Vous paraissez malade. »« Le changement d'air me ferait du bien. » Ces femmes sont incompréhensibles. Elles ont la plus étrange habileté pour vous causer les plus désagréables surprises. Aujourd'hui, vous les voyez bondir, gaies, rouges comme des cerises et rondes comme des pommes. Demain, elles se montrent flétries comme des herbes mortes, blanchies et abattues. Et la raison de tout cela ? Voilà l'embarras. Elle a ses repas réglés, sa liberté, une bonne maison et de bons vêtements comme d'habitude. Tout récemment encore, cela suffisait pour la conserver belle et joyeuse. Et la voilà maintenant, la pauvre enfant, pâle et malingre, à faire pitié. Que faire ? Je ferais peut-être bien de consulter un homme de l'art. Voulez-vous que j'envoie chercher un médecin, enfant ? Non, mon oncle, je n'en ai pas besoin. Un médecin n'y ferait rien. J'ai besoin de changer d'air et de scène. Eh bien, si c'est là un caprice, il sera satisfait. Vous irez prendre les eaux. Je ne regarde pas à la dépense. Fanny vous accompagnera. Mais, mon oncle, un jour ou un autre, il faudra bien que je fasse quelque chose. Je n'ai pas de fortune. Il vaut mieux que je commence maintenant. Tant que je vivrai, vous ne serez pas gouvernante, Caroline. Je ne veux pas qu'il soit dit que ma nièce est réduite à cette position. Mais plus on attend pour un changement de cette sorte, mon oncle, plus difficile et plus pénible il est. Il vaut mieux que je m'accoutume au joug, avant que des habitudes de liberté et d'indépendance se soient formées. Je vous prie de ne plus me tourmenter, Caroline. J'ai l'intention de pourvoir à votre avenir. J'ai toujours eu cette intention. Je vous achèterai une annuité. Grâce à Dieu, je n'ai que 55 ans. Ma santé et ma constitution sont excellentes. J'ai tout le temps nécessaire pour économiser et prendre mes mesures. Ne vous inquiétez donc pas de l'avenir. Est-ce que c'est ce qui vous chagrine ? Non, mon oncle. Mais je désire un changement. Il se mit à rire. Voilà enfin la femme qui parle, s'écria-t-il. La vraie femme. Un changement. Toujours fantasque et capricieuse. C'est de son sexe. Mais ce n'est ni fantaisie ni caprice, mon oncle. Qu'est-ce donc alors ? La nécessité ? Je crois. Je me sens plus faible qu'autrefois. Il me semble que je devrais être plus occupée. Admirable. Elle se sent faible, et par conséquent elle doit s'assujettir à un rude travail. C'est clair comme le jour, dirait Moore. Que Dieu le confonde. Vous irez à Cliff Bridge, et voilà 2 guinées pour acheter une nouvelle robe. Allons, Gary, ne craignez rien. Nous trouverons le baume de Gilead. Mon oncle, je voudrais que vous fussiez moins généreux et plus... Plus quoi ? Sympathique était le mot prêt à sortir des lèvres de Caroline. Mais elle ne le prononça pas. Elle se contraignit. Son oncle eût bien ri, si une semblable niaiserie lui était échappée. Voyant qu'elle gardait le silence, il dit « Le fait est que vous ne savez pas précisément ce que vous désirez. »« Seulement être gouvernante ? Peuh ! Absurdité ! Je ne veux plus entendre parler de cela. C'est une fantaisie, par trop féminine. Mon déjeuner est fini. Veuillez sonner. Chassez toutes ces lubies de votre tête. Sortez et amusez-vous. » Avec quoi ? Avec ma poupée ? Se demanda Caroline en quittant la salle à manger. Une semaine ou 2 se passèrent. Sa santé mentale et sa santé corporelle n'allèrent ni mieux ni plus mal. Elle était positivement à ce moment où, si sa constitution avait contenu des germes de consomption ou de fièvre lente, ces germes se fussent rapidement développés et l'eussent promptement tirée de ce monde. On ne meurt pas d'amour ou de chagrin seulement, bien que quelques personnes meurent de maladies auxquelles les tortures de ces passions ajoutent une action plus destructive. Les êtres doués d'une nature saine supportent ces tortures. Ils sont ébranlés, brisés. Leur beauté et leur fraîcheur périssent, mais la vie demeure intacte.
Ils arrivent à un certain point de dépérissement. Ils sont réduits à la pâleur, à la débilité, à l'émaciation. On croit, en voyant leur démarche languissante, qu'ils ne tarderont pas à être couchés sur le lit de douleur pour ne plus s'en relever. Il n'en est pas ainsi. Ils vivent, et quoiqu'ils ne puissent retrouver la jeunesse et la gaieté, ils peuvent reprendre la force et la sérénité. La fleur que la gelée de mars pince, mais ne détruit pas entièrement, peut survivre pour produire une pomme flétrie, à une époque avancée de l'automne. Ayant bravé les dernières gelées du printemps, elle peut braver les premières gelées de l'hiver. Chacun remarquait le changement qui s'était opéré en Miss Elstone, et beaucoup disaient qu'elle allait mourir. Elle ne pensa jamais ainsi. Elle ne se sentait point en danger de mort. Elle n'avait ni douleur physique, ni maladie. Son appétit était diminué, elle en savait la raison, elle pleurait tant pendant la nuit. Sa force était diminuée. Elle pouvait se rendre compte de cela, son sommeil était rare et difficile, ses songes étaient désespérants et malheureux. Elle paraissait cependant prévoir un temps où ce passage de misère serait franchi, et où elle pourrait de nouveau retrouver le calme, sinon le bonheur. Cependant, son oncle la pressait d'aller en visite, d'accepter les fréquentes invitations de leurs connaissances. Elle s'y refusait. Elle ne pouvait se montrer gaie en compagnie. Elle sentait qu'elle était observée avec plus de curiosité que de sympathie. Les vieilles ladies lui donnaient sans cesse des conseils, lui recommandant telle ou telle drogue. Les jeunes la regardaient avec une expression dont elle comprenait le sens et dont elle avait horreur. Les yeux exprimaient la conviction qu'elle avait été désappointée. C'est le mot consacré. Par qui? Elle n'en savait rien. Les vulgaires jeunes ladies peuvent être aussi dures que les vulgaires gentlemen, aussi mondaines, aussi égoïstes. Ceux qui souffrent les devraient toujours éviter. Elles méprisent le chagrin et le malheur. Elles semblent les regarder comme le lot que Dieu a réservé aux humbles. Pour elles, l'amour consiste à organiser ses plans de façon à arriver à un bon mariage. Être désappointé, c'est voir ses plans percés à jour et échouer. Elles jugent les sentiments et les projets des autres sur l'amour d'après les leurs, et les jugent sans pitié. Caroline savait tout cela, partie par instinct, partie par observation. Elle réglait sa conduite d'après cette connaissance, se tenant à l'écart le plus possible. Vivant ainsi dans une complète retraite, elle cessa d'apprendre ce qui se passait dans le voisinage. Un matin, son oncle entra dans le petit parloir où elle essayait de trouver quelque plaisir en peignant un petit groupe de fleurs sauvages cueillies sous une haie en haut de la colline de Hollow, et lui dit de son ton brusque. « Allons, enfant, vous êtes toujours là, courbé sur une palette, sur un livre ou sur un patron. Ne vous arrive-t-il pas quelquefois de mettre votre pinceau entre vos lèvres lorsque vous peignez ?»« Quelquefois, mon oncle, quand je m'oublie. » Alors, voilà ce qui vous empoisonne. Les couleurs sont délétères, mon enfant. Voilà du blanc de plomb, du rouge de plomb, du vert de gris, de la gomme goutte, et 20 autres poisons dans ces petits pains de couleur. Enfermez cela. Enfermez cela. Mettez votre chapeau. Je désire que vous veniez avec moi faire une visite. Avec vous, mon oncle? Cette question fut faite du ton de la surprise. Caroline n'était point habituée à aller en visite avec son oncle. En aucune occasion, on ne l'avait vue l'accompagner, ni dans ses excursions, ni à la promenade. « Vite, vite! Je suis pressée, vous le savez. Je n'ai pas de temps à perdre. » Elle rangea à la hâte pinceau et couleurs, en demandant où il devait aller. « À Fieldhead. »« À Fieldhead? Quoi? Pour voir le vieux James Booth, le jardinier? Est-ce qu'il est malade? »« Non, nous allons rendre visite à Miss Shirley Kildare. »« Miss Kildare? Est-ce qu'elle est de retour dans le Yorkshire? Est-ce qu'elle est à Fieldhead? »« Oui, elle y est depuis 8 jours. Je l'ai rencontrée hier soir dans une réunion. Cette réunion où vous avez refusé d'aller. J'ai été enchantée de sa société. Je désire que vous fassiez sa connaissance. Cela vous distraira. »« Elle est maintenant majeure, je pense. Elle a atteint sa majorité et doit résider pendant quelque temps dans son domaine. Je lui ai donné des avis là-dessus. Je lui ai tracé son devoir. Elle n'est pas intraitable. C'est une belle et élégante personne. Vous apprendrez auprès d'elle ce que c'est qu'un esprit vif, étincelant et vigoureux. Je ne sais si elle sera flattée de me voir.
et que je lui sois présentée? Quel intérêt peut-elle prendre à moi? Pouh. Mettez votre chapeau. Est-elle fière, mon oncle? Je n'en sais rien. Vous n'allez pas croire qu'elle m'aurait fait voir sa fierté, je suppose. Une enfant, quelque riche qu'elle fût, qui oserait se donner des airs de fierté avec le recteur de la paroisse. Vous ne pouvez penser cela. Non. Mais comment est-elle avec les autres personnes? Je n'y ai fait aucune attention. Elle porte la tête haute et probablement sait prendre des airs d'arrogance quand elle l'ose. Autrement, elle ne serait pas femme. Allons, finissez-en donc avec votre chapeau. Naturellement timide, la perte de ses forces physiques et la dépression de ses esprits n'étaient pas de nature à donner à Caroline le courage de paraître devant les étrangers, ni à accroître sa présence d'esprit et son aisance de manière. Aussi, en dépit des remontrances de son oncle, tremblait-elle en traversant à côté de lui l'avenue large et pavée qui conduisait de l'entrée extérieure au porche de Fieldhead. Elle suivit avec répugnance M. Elstone à travers ce porche, dans le vieux et sombre vestibule qui suivait. Très sombre, en effet, était ce vestibule, long, vaste et obscur. Une fenêtre grillée y laissait à peine pénétrer un jour douteux. Dans la vieille et large cheminée, le feu, inutile en cette saison, était remplacé par un amas de branches de saule. De la galerie, on n'apercevait que les contours, tant ce vestibule allait s'obscurcissant vers le plafond. Des têtes de cerfs sculptées, surmontées d'andouillets réels, se détachaient grotesquement sur les murs. Ce n'était là ni une grande, ni une bien confortable résidence. À l'intérieur comme à l'extérieur, elle était antique, irrégulière et incommode. Une propriété d'un revenu de 1000 livres sterling par an y était attachée, propriété qui était descendue, faute d'héritier mâle, sur la tête d'une femme. Il y avait dans ce district des familles de commerçants qui se vantaient de posséder 2 fois ce revenu, mais les Kildare, en vertu de leur ancienneté et de leur titre de seigneur du manoir, avaient le pas sur toutes. Monsieur et Miss Elstone furent introduits dans le parloir. Nécessairement, ainsi qu'il convenait à une vieille et gothique baraque comme Fieldhead, ce parloir avait des boiseries en chêne. Les beaux, sombres et luisants panneaux qui couvraient les murs ne manquaient pas d'une certaine grandeur sévère. Ces panneaux bruns et luisants sont très beaux, lecteurs. Ils produisent un effet des plus harmonieux. Mais si vous saviez au prix de quel labeur inhumain et exécrable cet effet est obtenu, quiconque, ayant des entrailles humaines, a vu les domestiques frotter à la cire ces murs polis pendant une chaude journée d'été, applaudira comme moi le bienfaisant barbare qui a décoré d'un blanc rose délicat un autre vaste appartement de Fieldhead, à savoir le salon, autrefois également boisé en chêne. Ce barbare peut avoir mérité l'épithète de Hun, mais il a donné un aspect infiniment plus gai à cette partie de sa demeure et a épargné aux servantes futures un pénible travail. Ce parloir aux brunes boiseries était entièrement meublé dans le vieux style et avec des meubles véritablement anciens. De chaque côté de la grande cheminée étaient 2 antiques chaises en chêne, solides comme des trônes rustiques, dans l'une desquelles était assise une dame. Mais ce n'était point Miss Kildare. La dame en question devait avoir atteint sa majorité depuis au moins 20 ans. Elle avait une taille de matrone, et quoiqu'elle ne portât pas de bonnet et que ses cheveux d'un brun peu foncé ombrageassent des traits délicats et qu'on eût pu croire jeune, elle n'avait pas et ne cherchait pas à se donner l'apparence de la jeunesse. On n'eût pu désirer que ses habits fussent d'une mode plus moderne. À côté d'une robe bien faite et d'une coupe élégante, la sienne eût fait une singulière figure. On ne pouvait comprendre qu'un vêtement de si belle étoffe pût être si sobre de plis et d'une mode si ancienne, et on était tenté d'attribuer tout d'abord à celle qui le portait un caractère excentrique et original. Cette dame accueillit les visiteurs avec cet air cérémonieux et défiant tout britannique, et qu'il est donné aux matrones anglaises seules de prendre. Un air si incertain de soi-même, de ses propres mérites, de son pouvoir de plaire et cependant si anxieux de se montrer d'une convenance irréprochable et de paraître plutôt agréable qu'autrement. Dans la circonstance présente, cependant, elle montra plus d'embarras que ne font paraître d'habitude les dames anglaises les plus défiantes. Miss Elstone le remarqua, sympathisa immédiatement avec l'étrangère, et connaissant par expérience la conduite à tenir avec les gens timides,
prit tranquillement un siège à côté d'elle et se mit à lui parler avec une aisance tout aimable, produite en ce moment par la présence d'une personne plus timide qu'elle. Si elles avaient été seules, elles n'eussent pas tardé à être tout à fait bien ensemble. Cette dame avait la voix la plus harmonieuse qui se pût imaginer, infiniment plus douce et plus fraîche qu'on eût pu l'attendre d'une dame de 40 ans, et d'une complexion inclinant vers l'embonpoint. Caroline aimait cette voix. Elle rachetait son langage et son accent, formaliste, bien que correct. La dame aurait bientôt découvert les dispositions de la jeune fille, et dans 10 minutes, elles eussent été amies. Mais M. Elstone était là, les regardant toutes deux, regardant particulièrement la dame étrangère avec un œil perçant et sarcastique qui exprimait clairement son impatience de sa contenance cérémonieuse et l'ennui qui lui faisait éprouver son manque d'aplomb. Ce regard ferme et cette voix mordante déconcertèrent de plus en plus la dame. Elle essaya cependant d'élaborer quelques phrases insignifiantes sur le temps, l'aspect du pays, etc. Mais l'inflexible M. Elstone fit la sourde oreille. Tout ce qu'elle disait, il affectait de ne pas l'entendre distinctement, et elle était obligée de répéter une seconde fois les riens si péniblement élaborés. La tâche fut bientôt au-dessus de ses forces. Elle rougissait et s'agitait, murmurant qu'elle ne savait pas ce qui pouvait retenir Miss Kildare, qu'elle allait voir où elle était, lorsque Miss Kildare lui épargna cette peine en apparaissant. Du moins, on devait présumer que ce nom appartenait à la personne qui arrivait en ce moment du jardin en entrant par la porte vitrée. Il y a dans l'aisance de manière une grâce réelle, et c'est ce que ressentit Elstone lorsqu'une jeune fille à la taille droite et mince s'avança vers lui, retenant avec la main gauche son petit tablier de soie rempli de fleurs, et lui dit en riant et en lui tendant la main droite « Je savais que vous viendriez me voir, malgré l'idée que vous vous êtes mise en tête que M. York a fait de moi une jacobine. Bonjour. » « Mais nous ne permettrons pas que vous soyez une jacobine, » répondit Elstone. « Non, Miss Shirley, ils ne me déroberont pas ainsi la fleur de ma paroisse. Maintenant que vous êtes parmi nous, vous serez mon élève en politique et en religion. Sur ces 2 points, je vous enseignerai la vraie doctrine. Mistress Pryor vous a devancé, répliqua-t-elle en se tournant vers la dame âgée. Mistress Pryor, vous le savez, a été ma gouvernante et a demeuré mon amie. Et de tous les hautains et rigides Tories, elle est la reine. Elle marche en tête des femmes les plus dévouées à l'Église. J'ai été bien exercée dans la théologie et l'histoire, je vous assure, monsieur Elstone. Le recteur s'inclina profondément vers Mistress Pryor. L'ex-gouvernante déclina toute espèce d'habileté dans la controverse politique et religieuse, déclara que, selon elle, ces matières ne convenaient pas aux intelligences féminines, mais avoua, en termes généraux, qu'elle était pour l'ordre et la loyauté, et surtout, très sincèrement, attachée au gouvernement et à l'Église. Elle ajouta qu'elle avait une profonde aversion pour le changement, et quelques mots à peine intelligibles, sur l'extrême danger de se montrer trop disposée à adopter des idées nouvelles, terminèrent sa tirade. « J'espère que Miss Kildare pense comme vous, madame. » La différence d'âge et la différence de tempérament occasionnent souvent une différence de sentiment, monsieur Elstone. On ne peut pas s'attendre à ce que la jeunesse ardente et vive ait les opinions de l'âge mûr et de la froide vieillesse. « Oh, oh, nous sommes indépendantes, nous pensons par nous-mêmes, » s'écria M. Elstone. « Nous sommes un petit jacobin, un petit libre penseur. Allons, faites-moi sur-le-champ votre profession de foi. » Puis il prit les 2 mains de l'héritière, faisant ainsi tomber toute sa provision de fleurs, et l'assit à côté de lui sur le sofa. « Dites votre confession de foi. »« Celle des apôtres ?» ?»« Oui. » Elle récita son credo comme le fait un enfant. « Maintenant, celle de saint Athanase. Voilà l'épreuve. »« Laissez-moi ramasser mes fleurs. Voilà Tartare qui vient et va marcher sur elle. » Tartare était un grand et vigoureux chien, très laid, moitié mâtin et moitié bouledogue, qui en ce moment entrait par la porte vitrée
et se dirigeant tout droit sur le tapis, allait flairer les fleurs éparses en cet endroit. Il parut les dédaigner comme nourriture, mais pensant probablement que leurs pétales veloutés feraient une assez douce litière, il se préparait à déposer sur elle son corps basané, lorsque Miss Elstone et Miss Kildare s'élancèrent simultanément à leur secours. « Merci, dit l'héritière, en tendant son petit tablier à Caroline, qui entassa les fleurs. « Est-ce votre fille, monsieur Elstone ?»« C'est ma nièce, Caroline. » Miss Kildare lui donna une poignée de main, puis la regarda. Caroline aussi fixa ses yeux sur son hôtesse. Shirley Kildare, elle n'avait pas d'autre prénom que Shirley, ses parents, qui désiraient avoir un fils, voyant, au bout de 8 ans de mariage, que la Providence ne leur avait accordé qu'une fille, lui donnèrent le même nom qu'ils eussent donné à un fils, si leur vœu avait été accompli. Shirley Kildare n'était point une laide héritière, elle était agréable à la vue. Sa taille et ses formes ne différaient pas de celles de Miss Elstone. Peut-être que, pour la stature, l'avantage se trouvait de son côté, d'1 pouce ou 2. Elle était gracieusement tournée, et sa figure possédait un charme que le mot « grâce » exprime aussi bien que tout autre. Son visage était naturellement pâle, mais intelligent et varié d'expression. Elle n'avait ni le teint ni les cheveux de Caroline. Le clair et le sombre étaient les nuances caractéristiques de sa complexion. Son teint était clair, ses yeux du gris le plus sombre, sans nuance verte, un gris pur et transparent, et ses cheveux du brun le plus foncé. Ses traits étaient remplis de distinction, je n'entends pas dire nobles, osseux et romains, étant au contraire délicats et peu accusés, mais ils étaient ce que les Français appellent fins, gracieux, spirituels. Ils étaient mobiles et expressifs, mais leur langage n'était pas compris, ni leur changement interprété subitement. Elle examina Caroline sérieusement, penchant un peu sa tête de côté, d'un air pensif. « Vous voyez que c'est une faible enfant ?» observa M. Elstone. « Elle paraît jeune, plus jeune que moi. »« Quel âge avez-vous » demanda-t-elle, d'un ton qui eût pu paraître protecteur, s'il n'avait été extrêmement simple. 18 ans et 6 mois. Et moi, j'ai 21 ans. Elle n'en dit pas davantage. Elle avait placé ses fleurs sur la table et était occupée à les arranger. Et la confession de saint Athanase demanda le recteur. Vous y croyez, n'est-ce pas? Je ne peux me la rappeler entièrement. Je vais vous offrir un bouquet, monsieur Elstone, lorsque j'en aurai donné un à votre nièce. Elle avait composé un petit bouquet d'une fleur brillante et de 2 ou 3 fleurs délicates, relevées par quelques feuilles d'un vert sombre. Elle le lia avec un fil de soie, qu'elle tira de sa boîte à ouvrage et le plaça sur les genoux de Caroline. Puis elle resta debout, les mains croisées derrière le dos, penchée un peu vers Caroline et la regardant dans l'attitude et l'expression d'un grave mais galant petit cavalier. Cette expression était rendue plus frappante encore par la façon dont elle portait ses cheveux, séparés sur une tempe et lissés brillamment sur le haut du front, d'où ils retombaient en boucles qui paraissaient formées naturellement, tant étaient libres leurs flottantes ondulations. « Est-ce que vous êtes fatigué de votre promenade ?» lui demanda-t-elle. « Non, pas le moins du monde. Il n'y a qu'une petite distance, 1 mille. »« Vous semblez pâle. Est-elle toujours aussi pâle ?» demanda-t-elle, en se tournant vers le recteur. Elle était autrefois aussi rose que la plus vermeille de vos fleurs. Pourquoi est-elle changée? Qu'est-ce qui l'a rendue si pâle? A-t-elle été malade? Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un changement d'air. Il faut le lui donner. Vous devriez l'envoyer sur les bords de la mer. C'est ce que je me propose de faire avant la fin de la saison. En attendant, je veux lui faire votre connaissance, si vous voulez bien le permettre. Je suis sûre que Miss Kildare n'y fera pas d'objection, dit Mistress Prior. Je crois pouvoir prendre sur moi de dire que la fréquente présence de Miss Elstone à Fieldhead sera considérée comme une faveur. Vous venez d'exprimer précisément ma pensée, madame, dit Shirley, et je vous remercie de m'avoir devancée. Laissez-moi vous dire, continua-t-elle, en se tournant de nouveau vers Caroline, que vous aussi vous devez remercier ma gouvernante.
Elle n'accueillerait pas tout le monde comme elle vous a accueilli. Vous êtes plus favorisé que vous ne le pensez. Ce matin, aussitôt que vous allez être parti, je veux demander à Mrs. Prior son opinion sur vous. Je peux me reposer sur son jugement, car je l'ai toujours trouvé merveilleusement sûr. Déjà, je prévois une réponse favorable à mes informations. Est-ce que mes prévisions ne sont pas justes, Mistress Prior? Ma chère, vous venez de dire que vous me demanderiez mon opinion lorsque Mistress Elstone serait partie. Il n'est donc guère probable que je vous la donne en sa présence. Non, et peut-être se passera-t-il un temps assez long avant que je l'obtienne. Je suis souvent réduite au supplice de Tantale par l'extrême réserve de Mistress Prior, monsieur Elstone. Ces jugements doivent être corrects lorsqu'ils arrivent, car ils sont souvent aussi lents à venir que ceux du lord chancelier. Mes sollicitations ne peuvent la décider à se prononcer sur le caractère de certaines personnes. Mistress Prior sourit. Oui, je sais ce que signifie ce sourire. Vous pensez à mon fermier, gentilhomme. Connaissez-vous monsieur Moore de Hollow? Demanda-t-elle à monsieur Elstone. Oui, oui, votre fermier. Vous l'avez vu beaucoup, sans doute, depuis votre arrivée. J'ai été obligée de le voir. Il y a des affaires à traiter. Les affaires. Ce mot me fait souvenir que je ne suis plus une jeune fille, mais une femme, et même quelque chose de plus qu'une femme. Je suis un squire. Shirley Kildare, Esquire, devrait être mon nom et mon titre. Ils m'ont donné un nom d'homme. J'occupe la position d'un homme. C'en est assez pour me donner une touche de virilité. Et lorsque je vois des gens comme ce superbe anglo-belge, ce Gérard Moore, devant moi et me parlant gravement d'affaires, je me crois tout à fait un gentleman. Vous devriez me choisir pour votre marguillier, monsieur Elstone, la première fois que vous aurez à en élire un. Il faut aussi que je devienne magistrat et capitaine de la milice. La mère de Tony Lumpkin était bien colonel, et sa tante juge de paix. Pourquoi ne le serais-je pas? De tout mon cœur. Si vous sollicitez les suffrages, je vous promets de mettre mon nom en tête de la liste des votes. Mais nous parlions de Moore. Ah, oui. Je trouve qu'il est un peu difficile de comprendre monsieur Moore, de savoir ce qu'il faut penser de lui. S'il est ou non un homme auquel on doive accorder son amitié. Il me paraît un locataire dont tout propriétaire peut être fier, et je suis fière de lui en ce sens. Mais comme voisin, quel est-il? À plusieurs reprises, j'ai engagé Mistress Prior à dire ce qu'elle pense de lui, mais elle élude toujours une réponse directe. J'espère que vous serez moins ambigu, monsieur Elstone, et que vous vous prononcerez immédiatement. L'aimez-vous? Nullement, quant à présent. Son nom est tout à fait effacé de la liste de mes amis. Pour quelle raison? Que vous a-t-il fait? Mon oncle et lui ne s'entendent pas sur la politique, dit la douce voix de Caroline. Elle eût beaucoup mieux fait de se taire en ce moment. Ne s'étant presque pas mêlée à la conversation auparavant, il n'était pas alors convenable pour elle de le faire. Elle le comprit vivement, aussitôt qu'elle eut lâché le mot, et rougit jusqu'aux yeux. « Quelle est la politique de Moore » demanda Shirley. « Celle d'un marchand, » répondit le recteur. « Étroite, égoïste, sans patriotisme. Cet homme ne cesse de parler et d'écrire contre la continuation de la guerre. Il m'exaspère. »« La guerre ruine son commerce. Il me le disait hier encore. Mais quel autre grief avez-vous contre lui? C'est bien assez de celui-là. Il a l'air d'un gentleman, dans le sens que j'attache à ce mot, et cela me fait plaisir de penser que je ne me trompe pas. » Caroline arracha le pétale pourpré d'une des brillantes fleurs de son bouquet, et répondit d'une voix distincte. « Assurément, c'est un gentleman. » À cette courageuse affirmation, Shirley lança à la jeune fille, de ses yeux expressifs, un regard ferme et scrutateur. « Vous êtes son amie, sans doute, » dit-elle. « Vous le défendez en son absence. »« Je suis à la fois son amie et sa parente, » répondit-elle vivement. « Robert Moore est mon cousin. »« Oh, alors, vous pouvez me renseigner sur son compte. Faites-moi le portrait de son caractère. » Caroline fut saisie d'un extrême embarras à cette demande. Elle ne pouvait y répondre. Elle ne l'essaya pas.
Son silence fut immédiatement couvert par Mistress Prior, qui se mit à adresser à M. Elstone de nombreuses questions touchant une ou deux familles du voisinage, dont elle dit connaître les parents qui habitaient le sud. Bientôt Shirley cessa d'attacher son regard sur le visage de Miss Elstone. Elle ne réitéra pas ses interrogations, mais retournant à ses fleurs, elle se mit à composer un bouquet pour le recteur. Elle le lui présenta lorsqu'il prit congé, et reçut en retour un baiser sur la main. « Ayez soin de le porter en souvenir de moi, » dit-elle. « Et sur mon cœur, encore, » répondit Elstone. « Mistress Prior, ayez bien soin de ce futur magistrat, de ce marguillier en perspective, de ce capitaine de la milice, du jeune esquire de Briarfield, en un mot. Ne lui permettez pas de trop violents exercices. Ne lui laissez pas se rompre le cou à la chasse. Et surtout, recommandez-lui de faire attention en descendant à cheval la dangereuse colline de Hollow. « J'aime les pentes abruptes, » dit Shirley. « J'aime à les franchir rapidement. Et surtout, j'aime de tout mon cœur ce romantique Hollow. » « Romantique, avec une fabrique au milieu. Le vieux moulin et le blanc cottage sont tous deux admirables à leur manière. Et le comptoir, Miss Kildare ? Le comptoir vaut mieux que mon brillant salon. J'adore le comptoir. Et le commerce, le drap, la laine graisseuse, les cuves à teinture. Le commerce est respectable dans toutes ses parties. Et le commerçant est un héros. Vous avez dit le mot. Le commerçant m'a semblé héroïque. La malice, l'esprit, la gaieté étincelaient sur son visage pendant cet échange de mots avec le vieux cosaque, qui prenait aussi plaisir à cette joute. « Capitaine Kildare, vous n'avez pas de sang mercantile dans les veines. Pourquoi aimez-vous si fort le négoce ? » ?»« Parce que je suis propriétaire de moulin. La moitié de mon revenu vient de la fabrique de Hollow. »« Prenez garde de devenir l'associé de Moore. Voilà ce que j'ai à vous dire. »« Vous venez de me mettre cette idée dans la tête ?» s'écria-t-elle avec un joyeux éclat de rire. « Elle n'en sortira plus. Merci. » Et, agitant sa main blanche comme un lys et belle comme celle d'une fée, elle disparut sous le porche, tandis que le recteur et sa nièce franchissaient la porte extérieure. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. On vient de lire le chapitre 8 et 9, ce qui représente à peu près... on est à 57% du premier volume. Donc pour rappel, le deuxième, il est un poil plus court, genre 2 chapitres de moins. Donc, on a... J'ai l'impression qu'on n'avance pas si vite que ça. Donc on est page 108 sur 186, version e-book. On a notre petite Caroline qui a pas le moral parce que son oncle l'empêche de voir Robert. Peut-être que son oncle aussi a écrit à Robert pour lui dire on n'est pas d'accord donc tu arrêtes de fréquenter Caroline. Peut-être que son oncle en fait il a donné les mêmes instructions à Robert et à Hortense. On a eu une mention de Gérard Moore, donc je sais qu'il y a un frère, il y a 1 ou 2 frères, et il y a Hortense qui, il me semble, est vieille fille. Elle me fait mal au cœur, Caroline. Moi, elle est un petit peu plus... Enfin, elle est jeune, je pense qu'elle est plus jeune que... Elle est plus jeune que Robert, de mémoire. Robert doit avoir entre 25 et 30, et puis Hortense 35. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant quand elle a dit à son oncle qu'elle voulait être gouvernante. Donc, je pense qu'elle fait quand même partie plus ou moins de la petite noblesse, ce qui expliquerait le fait que son oncle refuse qu'elle soit... son oncle refuse qu'elle soit gouvernante. Parce que, à mon avis, c'est juste la honte, en fait, qu'elle devienne gouvernante, donc qu'elle soit employée. Ça serait dire à la société que son oncle qu'il a en charge ne s'occupe pas, enfin ne la prend pas en charge sur un plan financier suffisamment, vu qu'elle est contrainte de travailler.
Donc, c'est pour ceux qui ont regardé ou qui ont lu Raison et sensibilité de Jane Austen, c'est un petit peu tout le premier chapitre où je crois que c'est vraiment au tout début. Le Monsieur Dashwood, si vous voulez, c'est le père. Enfin, il a eu un fils aîné avec une femme qui est décédée. Et il s'est marié ensuite avec la mère d'Elinor, de Maria et d'une petite aussi, dont j'ai oublié le nom, peut-être Emma, je sais plus. Et quand Monsieur Dashwood meurt, la fortune, tout est hérité par le frère aîné, qui n'est pas du même lit. C'est un homme qui est marié, qui a aussi un enfant, il me semble, un enfant en bas âge. Et il doit du coup emménager dans la maison où vivent sa belle-mère et ses demi-sœurs. Sauf que, bah, ça c'est la coutume qui veut que s'il prend place là, donc soit il peut vivre avec elle, ou il peut les contraindre à aller vivre ailleurs. Ce qui dans la pratique va se faire, parce que il arrive, il prend leur place, et à l'endroit où les filles sont nées, donc l'endroit qu'elles ont toujours connu, et du coup elles sont transbahutées ailleurs, elles changent de comté, donc c'est vraiment le bout du monde. Et comment dire, il y a toute une conversation on a envie de leur arracher les yeux, où il y a ce fameux demi-frère aîné qui discute avec son épouse, et à chaque fois, ils sont en train de négocier à la baisse le revenu qu'ils vont donner en fait, à la famille, à la demi-famille, entre guillemets, quoi, ce qu'il doit prendre en charge les sœurs. A priori, je pense qu'il a peut-être pas tant que ça à prendre en charge sa belle-mère, mais plus ça va et moins il leur donne. Et je trouvais ça dégueulasse, parce qu'elles sont en complète dépendance en fait financière avec eux. Et donc on voit là dans Shirley le poids du regard de la société, parce que Elstone il se dit mais non, mais ça va pas, toi ma nièce, tu vas pas devenir gouvernante, tu vas pas aller travailler dans des familles et devenir vieille fille, parce que peut-être que les gouvernantes étaient vieilles filles, peut-être que les gouvernantes, c'était un poste qui n'était pas dégueulasse, hein, parce que Jane Eyre elle est devenue gouvernante. Mais c'est vrai que c'était travailler dans les familles. Je sais pas si elles avaient une très bonne réputation. Parce que je pense, par exemple, dans le cas de Jane Eyre, elle va travailler chez un monsieur qui est célibataire. Donc, je sais pas en fait si les femmes, les servantes ou les gouvernantes qui allaient travailler chez des hommes célibataires, nobles, qui vivaient seuls ou avec leurs enfants, je sais pas si c'était si bien vu. S'il pouvait pas y avoir des rumeurs. Donc peut-être qu'on est un peu là-dedans. Et bah, Caroline, du coup, elle me fait vraiment mal au cœur. Parce que elle est obéissante, donc elle accepte ce que son oncle lui ordonne. Mais du coup, bah, elle est complètement malade, quoi. Elle en est malade, la pauvre. Donc elle me fait vraiment mal au cœur. Et par contre, j'ai trouvé ça intéressant, le regard qu'elle a sur ces fameuses vieilles filles. La vieille fille qui est noble et qui a plein d'argent et qui donne en fait de son temps et un peu de son argent, et celle qui est peut-être un peu moins noble et moins argentée et qui se donne aussi. Et j'avais trouvé ça à la fois triste, mais aussi quelque part, bah, elles avaient peut-être pas trop d'autres choix en fait, ces femmes-là, femmes laides. Ça me saoule un peu, hein. Le côté la vieille fille est forcément laide, ça peut être un choix. Ça peut être un choix de vie de pas vouloir être sous le joug d'un homme, d'un époux. Enfin, c'était peut-être pas des super choix à l'époque. C'était pas valorisé entre guillemets sur le plan de la société, mais ça pouvait être un choix. On rencontre Shirley. Donc, comme le livre est assez long, j'ai un peu du mal à me repérer qui est Shirley par rapport à Elstone, par rapport à Robert. Enfin, par rapport au Moore, quoi.
Je pense qu'ils sont apparentés, mais je me souviens plus exactement comment. Mais surtout, Shirley, c'est une jeune héritière qui est célibataire, qui est belle, qui est charmante. Donc c'est un petit peu tout ce que cherche Moore, parce que Moore, il est dans la merde financièrement. Ce qui fait que c'est plus ou moins une concurrente de Caroline. Donc voilà. Par contre, elle a l'air sympa. En vrai de vrai, elle a l'air sympa. Elle a l'air fine sur un plan intellectuel, quoi, observatrice, à comprendre qui est Elstone, comprendre qui est Caroline. J'ai aimé aussi la description de Miss Prior, je le dis très mal, hein. Mistress Prior, c'était P-R-Y-O-R. J'arrive pas à le dire. Mais une gouvernante plutôt jeune, là elle a une petite quarantaine, et vieille fille sans doute. Et en fait, dans la description de la gouvernante, je me suis dit, elle va aller avec Monsieur Elstone, elle. J'ai senti ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai chippé. Je me suis dit, tiens, elle là, elle a l'air dégourdie. Peut-être qu'elle pourrait être avec Monsieur Elstone parce que elle pourrait lui tenir tête. Parce que je pense que Elstone, bon, on ne sait pas exactement, il a l'air de rejeter les femmes grossièrement, on va dire, mais enfin toutes les femmes, en gros, ces viles créatures. Évidemment, quelqu'un d'obéissant comme Caroline, elle peut pas l'ouvrir face à Elstone. Par contre, il y avait une petite joute verbale avec Shirley. Peut-être qu'elle peut se le permettre parce que peut-être qu'elle est d'un statut plus élevé, je pense, statut et fortune plus élevé. Et ouais, je me dis, il y a peut-être moyen. Mistress Prior, je sais pas ce que vous en dites. Bon, ce qui fait que là, on est à 57% du premier tome, on va dire 57% d'un... Ouais, on se rapproche gentiment du tiers du roman dans son entier. Je m'étais noté vite fait il y avait quelques termes. Il y avait Mammon, M-A-2-M-O-N. Je le prononce pas très bien. Dans le Nouveau Testament, Mammon représente la richesse matérielle, souvent personnifiée comme le démon de l'avarice. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Il y avait Wellington, donc ça c'est un général anglais, vainqueur de Napoléon à Waterloo avec le maréchal prussien Gebhard Leberecht von Blücher. Je le prononce sûrement très mal. Donc Wellington, il a l'air d'être plutôt apprécié par les Anglais. Ensuite, il y avait les Tories. Donc les Tories, c'est les membres du Parti conservateur anglais. Et les Jacobins, je parie que c'est les autres. Alors les Jacobins, ça m'a fait penser à Outlander. Les Écossais indépendantistes. Les rébellions jacobites, ouais, bah c'est ça. Série de soulèvements, de rébellions et de guerres s'étant déroulées dans les îles britanniques, Grande-Bretagne et Irlande. Oh, c'est vachement avant ça. C'est 1688-1746. Leur objectif commun était de ramener Jacques Stuart, 7 d'Écosse et 2 d'Angleterre, le dernier roi catholique de la monarchie britannique, et plus tard ses descendants de la maison Stuart, sur le trône dont ils avaient été privés par le Parlement après la glorieuse révolution de 1688. Bon, j'ai peut-être pas exactement la bonne référence, parce qu'il me semble que, Charlotte Brontë, ça se déroule bien plus tard que ça. 1688-1746. Pour moi, on est vachement... Donc Shirley, ça a été publié en 1850. Ça se passe en 1811-1812. C'était avant la naissance de Charlotte Brontë. Charlotte Brontë, elle est née en 1811 et morte en 1855. Allez, les sœurs Brontë, c'est une catastrophe. Elles sont mortes hyper tôt. Elle est née et morte dans le comté du Yorkshire de l'Ouest. Bref. Jacobin, j'ai peut-être pas compris. Voilà. Je peux pas dire beaucoup mieux. Donc...
Écoutez, je vais vous dire au revoir. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche. À dimanche prochain pour la lecture des 2 chapitres suivants. Je crois que ça va être un petit poil... Ça va être un petit poil plus long. Oui, on va être sur... on verra. Alors, soit je le fais en 2, soit je lis un seul chapitre, un par un, soit je lis les 2, mais la vidéo va être plus longue, on verra. Parce que là, j'ai quasiment 30 pages à lire, alors que d'habitude, c'est 20. Donc, on verra. En tout cas, pour le moment, je vais pas relire, je vais pas lire de contes pour le moment parce que je suis un peu fatiguée, un peu débordée en fin d'année, là. Donc, peut-être en janvier, peut-être un peu plus tard. Pour le moment, j'ai pas forcément super envie. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche et à tout bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la lecture de ces 2 chapitres et quelles sont vos théories pour la suite. Et si vous savez ce que ça veut dire jacobin, ce que ça avait l'air d'être plus ou moins une insulte dans la bouche de Elstone. Donc voilà. Salut, passez une très belle journée.